Et si je vous disais que les procès des sorcières de Salem n'ont jamais eu quoi que ce soit à voir avec la sorcellerie? Que ce chapitre sombre de l'histoire coloniale américaine n'était pas une chasse aux démons, mais une guerre sociale entre jeunes filles. Une guerre sans pitié, menée dans les couloirs étroits d'une société étouffante, où les mots tuaient plus sûrement que les armes. Ce n'était pas de l'hystérie collective. C'était une stratégie, froide, calculée, terriblement humaine. Dans un monde où les femmes n'avaient ni pouvoir, ni voix, certaines ont trouvé un chemin. Elles ont transformé les murmures en projectiles, la réputation en territoire, et la mort, en victoire. Ce récit n'est pas une leçon d'histoire. C'est un miroir, un reflet cruel de ce que nous sommes capables de faire quand le pouvoir nous est refusé, quand l'envie brûle plus fort que la morale, quand la survie devient un jeu d'élimination. Bienvenue dans Salem, pas celle des sorts et des balais, mais celle des regards, des alliances secrètes, des trahisons silencieuses. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour nous encourager. Bienvenue dans le théâtre des filles cruelles. Pour comprendre l'explosion, il faut d'abord ressentir la pression de la prison. Imaginez-vous, non pas dans le monde ouvert et numérique d'aujourd'hui, mais en 1692, dans le village de Salem, Massachusetts. Ce n'est pas le port animé de Salemton. C'est une communauté agricole, étroite, isolée, austère. Un monde minuscule, une vie réduite à un couloir étroit, écrasée entre deux forces oppressives. La doctrine impitoyable du puritanisme et la brutalité du quotidien sur la frontière. Ici, il n'y a pas de place pour l'erreur. Pas de place pour l'individualité, pas de joie qui ne soit approuvée par la maison de prière. L'air est saturé de peur, peur de la colère divine, des attaques indiennes, de la variole. Et du diable, qu'ils croient rôder dans leur bois. C'est une société au bord du gouffre. Un baril de poudre prêt à exploser. Mais pour les jeunes filles de ce village, la prison avait des barreaux supplémentaires. Ta valeur est prédéfinie. Tu es une épouse en devenir, une mère silencieuse, une servante obéissante. Tes aspirations ne t'appartiennent pas. Ta voix doit rester basse, soumise. Tu n'as aucun pouvoir légal, politique ou économique. Ton seul capital, ta réputation. Fragile, volatile, un simple murmure peut la détruire. Et c'est là le secret. Quand tous les chemins officiels vers le pouvoir sont fermés, tu en inventes d'autres. Informels, invisibles, et dans une société réprimée, nourrie de commérages, le pouvoir le plus redoutable. C'est celui d'accuser, celui de détruire. Voici les architectes. Ce n'est pas une foule sans visage. Ce sont des individus, avec des noms, des désirs, des rancunes. Au cœur de la tempête, un groupe de jeunes filles, les fameuses, affligées. Leur meneuse, Abigail Williams, 11 ans. Sa cousine Betty Paris, 9 ans. Mais ne vous laissez pas tromper par leur âge. Ne voyez pas des enfants innocentes prises dans un délire. Voyez des stratèges, des joueuses habiles d'un jeu qu'elles n'ont pas inventé, mais qu'elles ont appris à maîtriser. Elles étaient rejointes par Ann Putnam Jr., 12 ans, Mercy Lewis, 18 ans, Mary Walcott, 17 ans. Pas des amis, une coalition, un pacte. Leur journée était rythmée par les tâches ingrates. Cuisiner, nettoyer, coudre, barater le beurre. Leurs esprits, privés de stimulation et de liberté, cherchaient une échappatoire. Elles en trouvèrent une dans l'interdit. Il est largement documenté qu'elles pratiquaient la magie populaire et la divination avec Tituba, une femme réduite en esclavage dans la maison des Paris. Elles voulaient connaître leur avenir. Qui allait-elle épouser? Quel serait leur rang social? C'était leur première étincelle d'agence. Un geste désespéré pour reprendre le contrôle sur des destins déjà tracés. Mais leur secret fut découvert. Et les conséquences furent terribles. Leur réputation, leur seule monnaie, allait être pulvérisée. La punition serait sévère, humiliante, irréversible. Alors elles firent un choix. Elles ne confessèrent pas, elles attaquèrent, elles transformèrent leur peur en armes. Elles ne furent pas les sorcières. Elles furent les ensorcelées. Les premières accusations n'étaient pas des erreurs. Elles étaient chirurgicales, stratégiques, froides. Les cibles initiales? Les évidentes, les vulnérables, les marginales. D'abord Tituba, femme réduite en esclavage, d'origine sud-amérindienne. Sans défense, racialement, autre, et surtout, participante réelle aux séances interdites. Elle était le bouc émissaire parfait. Puis Sarah Good, mendiante, pipe au bec, errant de maison en maison. Un fardeau pour la communauté. Un visage de la misère qu'on ne voulait plus voir. Et enfin Sarah Osborne, vieille, malade, engagée dans un mariage juridiquement douteux, empêtrée dans des conflits d'héritage. Ses voisins la méprisaient. Ces femmes étaient des cibles faciles. Personne ne se lèverait pour les défendre. Leur élimination sociale était un soulagement collectif. Les accusations servaient un double objectif, justifier les crises des filles, leurs cris, leurs convulsions, leurs visions. Et purger la communauté de ces indésirables. Le scénario était écrit, les filles joueraient leur rôle dans la salle du tribunal. Elles verraient des oiseaux invisibles, sentiraient des pincements, s'effondreraient à la simple vue de l'accusé. Les juges, dépassés, croyant dur comme fer au monde invisible, prenaient cela pour une preuve irréfutable. La performance était tout. Imaginez la scène,
une maison de réunion bondée, tendue, les visages sévères des hommes les plus puissants de la colonie. Et au centre, un groupe de jeunes filles, les moins puissantes de la pièce, tenant tout le monde en haleine. Elles hurlaient, elles tremblaient, elles pointaient du doigt, et à chaque représentation, leur pouvoir grandissait. Elles n'étaient plus des filles, elles étaient des oracles, des canaux de vérité divine, les seuls capables de voir le mal rampant parmi eux. Elles avaient découvert une ivresse nouvelle, celle de l'attention absolue, du pouvoir absolu, mais la stratégie évolua, le succès initial monta à la tête comme une drogue. Elles comprirent que leur pouvoir n'avait plus de limite, elles pouvaient accuser n'importe qui, et les accusations quittèrent les marges pour frapper le cœur même de l'élite. C'est là que la guerre sociale commença vraiment. Ce n'était plus une purge, c'était une vengeance, une ascension. Le cas de Rebecca Nurse en est l'exemple le plus glaçant. Rebecca, 71 ans, grand-mère, pieuse, respectée, pilier de la communauté. Elle incarnait tout ce qu'une femme puritaine devait être. Mais elle était dure d'oreille. Et parfois, elle ne comprenait pas les questions du tribunal. Pour les filles affligées, c'était une faille, une opportunité. Elles l'accusèrent. La ville fut stupéfaite. Comment cela pouvait-il arriver? Mais leur performance était trop convaincante. Leur crise en sa présence trop violente. Leur certitude, absolue. Derrière l'accusation de Rebecca Nurse se cachait une rancune ancienne. Une guerre de territoire entre deux familles, les Nurse et les Putnam. Les Putnam, famille la plus influente et la plus procédurière du village, étaient en conflit foncier avec presque tout le monde. Anne Putnam Jr., l'une des principales accusatrices, était une Putnam. Sa mère, Anne Putnam Sr., témoignera plus tard contre Rebecca, affirmant que son spectre la tourmentait. Ce n'était pas une erreur judiciaire. C'était une élimination ciblée, un coup porté à la matriarche d'un clan rival, une attaque contre leur statut social. Rebecca Nurse fut condamnée à la pendaison. Son exécution fut un séisme. Un message limpide, la piété ne protège pas, ni l'âge, ni la réputation. Si Rebecca pouvait tomber, alors tout le monde le pouvait. Le manuel était désormais affûté, et les filles l'utilisèrent avec une efficacité glaçante. Elles commencèrent à accuser des hommes de stature. Leur pouvoir se consolidait. L'un des rares à s'opposer ouvertement fut John Proctor, riche propriétaire de taverne, franc et courageux. Il dénonça les procès dès le début. Il traita les filles de fraudeuses. Erreur fatale, il défia leur pouvoir. Elles l'accusèrent. Puis, pour sceller son sort, elles accusèrent sa femme, Elizabeth. Tactique classique, détruire le foyer, éradiquer la lignée. Mais le coup le plus audacieux restait à venir. Les filles visèrent les sommets du pouvoir. Lady Philippa English, l'une des femmes les plus riches du Massachusetts. Le révérend Samuel Willard, ministre de la prestigieuse Third Church de Boston. Même John Alden Jr., fils des célèbres pèlerins du Mayflower. C'était de la folie, un pas de trop. Les accusations contre ces figures emblématiques révélèrent le jeu. Le gouverneur William Phips intervint enfin, quand sa propre épouse, Lady Mary Phips, fut murmurée comme suspecte. Les filles, ivres de leur pouvoir, avaient franchi la ligne. Elles avaient défié la structure patriarcale elle-même. Et cette structure riposta. La joie du pouvoir se transforma en peur. Les hommes influents commencèrent à douter. Le spectacle perdait son emprise. Ce que vous voyez ici n'est pas une hystérie collective. Ce n'est pas un délire contagieux. C'est une stratégie sociale, calculée, orientée vers un but. La chercheuse Emily Oster, économiste à Brown University, a analysé les données non comme un cas psychologique, mais comme une série de choix économiques et sociaux. Son étude, publiée dans le Journal of Economic Perspective, révèle un schéma saisissant. Les accusations n'étaient pas aléatoires. Elles suivaient des lignes claires de rivalité familiale et économique. Les accusatrices venaient majoritairement de la partie ouest, plus pauvre, du village. Les accusés, eux, venaient de l'est, plus riches, connectés à Salemton. C'était une guerre de classe, une guerre de propriété, menée avec des spectres au lieu de mousquets. Les filles étaient les armes, mais elles étaient souvent manipulées par des forces plus âgées, plus calculatrices, comme les Putnam, qui avaient tout à gagner matériellement. Les afflictions étaient une monnaie, un outil politique. Les crises des filles étaient un langage, et elles le parlaient avec une précision chirurgicale. C'était la fiabilité dans sa forme la plus sombre, l'usage prévisible et stratégique des outils disponibles pour prendre l'avantage. Un mécanisme humain que l'on retrouve dans les lycées, les conseils d'administration et les lynchages numériques. À l'été 1692, la machine était hors de contrôle. Les prisons débordaient, plus de 150 personnes arrêtées. L'économie et le gouvernement paralysés. 20 exécutions, 5 morts en détention, puis 20 Georges Burroughs, ancien ministre du village, arrêté, jugé, et sur l'échafaud, il fit l'impensable. Il récita parfaitement la prière du Seigneur. Ce que les sorciers étaient censés être incapables de faire. Un murmure de doute parcourut la foule. Le sort était brisé. La performance des filles fut éclipsée par une performance de piété. Ce fut le début de la fin. Les membres sensés de la communauté, voyant leurs propres épouses et mères menacées, prirent enfin la parole. La preuve spectrale, pilier du pouvoir des filles, fut discréditée. Le gouverneur dissout le tribunal spécial. Un nouveau tribunal interdit la preuve spectrale.
Les cas s'effondrèrent. La terreur prit fin presque aussi vite qu'elle avait commencé. La joie du pouvoir disparut. La réalité s'imposa. Mais qu'est-il arrivé aux filles? Ont-elles été punies? La réponse est aussi choquante que les procès eux-mêmes. La plupart disparurent dans l'oubli. Elles se marièrent, eurent des enfants, vécurent leur vie. La communauté, avide d'oubli, ne les poursuivit pas. Pas de grands procès, pas de justice. Les armes furent rangées, le pouvoir abandonné, mais le savoir resta. Nous avons vu la naissance de l'horreur. L'ivresse du pouvoir chez les impuissants. La précision des cibles, la logique économique derrière les cris spectrales. Nous avons vu comment une société répressive crée les monstres qu'elle redoute. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Le véritable héritage de Salem ne réside pas dans ce qui s'est passé en 1692, mais dans ce qui s'est passé après. Nous allons explorer l'après, suivre les vies des accusatrices, découvrir le prix psychologique de leur pouvoir, rencontrer les hommes qui ont mis fin à la folie, et révéler un secret juridique choquant, encore inscrit dans nos lois aujourd'hui. Et surtout, nous allons relier les points à votre monde, au lynchage sur Twitter, à la plainte RH, à la campagne de diffamation anonyme. Vous verrez que les mécanismes d'élimination sociale n'ont pas changé. Seule la salle d'audience a changé. La maison de réunion est désormais numérique. Et les spectres que nous voyons sont des projections sur un écran. La guerre n'a jamais cessé. Les pendaisons sur Gallows Hill avaient cessé. Les cris spectrales qui résonnaient dans la maison de réunion s'étaient tus. Au printemps 1693, la tempête des procès de Salem s'était dissipée, laissant derrière elle un paysage de vie brisée, de familles éclatées, et une communauté noyée dans une culpabilité aussi profonde qu'inavouable. Les portes des prisons grinçaient. Les survivants, ceux qui avaient croupi dans des cellules glaciales, enchaînés, attendant leur tour au gibet, titubaient vers un monde qui les avait trahis. Ils retrouvaient des fermes en ruine, des commerces détruits, des enfants qui ne les reconnaissaient plus, mais ils retrouvaient aussi des voisins qui avaient témoigné contre eux, qui avaient profité de leurs biens confisqués, qui avaient assisté à leurs exécutions avec une ferveur pieuse. C'était la nouvelle prison silencieuse, une communauté contrainte de vivre aux côtés des architectes de son cauchemar. La joie de la libération fut immédiatement écrasée par le poids brutal de la réalité. Pas de parade, pas de réconciliation, seulement les cendres d'un feu que tous avaient alimenté. Et maintenant, tous devaient vivre dans les décombres. Une question s'imposait, lourde, inévitable, et maintenant? Comment une société, comment des individus, peuvent-ils continuer après avoir commis un péché collectif aussi monstrueux? La réponse fut une leçon magistrale de dissonance cognitive. Une lente, douloureuse, souvent hypocrite marche vers l'absolution. Un miroir de la nature humaine aussi révélateur que les procès eux-mêmes. Considérez le sort des accusatrices. Ces jeunes filles qui avaient tenu la vie et la mort entre leurs mains tremblantes. Elles ne furent pas jugées. Pas de procès pour fraude. Pas d'accusation de meurtre. Pas de pilori public. Le système judiciaire, complice de l'horreur, ne pouvait punir ses témoins clés sans reconnaître son propre échec catastrophique. Alors les filles furent simplement libérées. Leur pouvoir, autrefois absolu et enivrant, disparut aussi vite qu'il était apparu. On attendait d'elles qu'elles retournent à leur vie silencieuse et soumise. Mais on ne peut pas libérer une bête et lui demander d'oublier le goût de la liberté. Pour certaines, le retour à l'obscurité fut une punition en soi. Ann Putnam Jr., l'une des accusatrices les plus prolifiques, responsable de plus de 50 morts, dont Rebecca Nurse, incarne le cas le plus poignant. En 1706, 14 ans après les procès, elle se tint devant la congrégation de l'église du village de Salem, l'épicentre même de la terreur. Elle avait 26 ans, sa vie n'avait été que solitude et notoriété. Jamais mariée, quel homme aurait osé courtiser celle qui avait envoyé une génération à la potence? Ses parents et plusieurs de ses frères et sœurs étaient morts. Elle était seule. Le texte de sa confession, une déclaration écrite lue publiquement, nous est parvenu. C'est un document à couper le souffle. Non pas par sa sincérité, mais par son habileté à fuir la vérité. Ann Putnam Jr. ne reconnaît ni la malveillance, ni la préméditation. Elle se présente comme une victime. Elle affirme avoir été trompée par Satan, utilisée comme instrument pour accuser plusieurs innocents d'un crime grave. Elle demande pardon, déclarant avoir agi dans l'ignorance, sous l'effet d'une grande illusion du diable. Et la congrégation accepte sa confession. Pensez-y, elle ne prend aucune responsabilité réelle. Elle projette la faute sur le diable, cette même entité spectrale qu'elle prétendait voir. La communauté, avide d'un récit qui les absout tous, l'embrasse. Ils ont besoin qu'elle soit une victime. Car si elle est une coupable, alors ils le sont tous. Anne mourut quelques années plus tard. Seule, brisée, son histoire est la tragédie ultime de l'accusatrice. Elle a goûté au pouvoir divin, mais ce pouvoir l'a maudite. Il a laissé en elle une onde creuse, indélébile, qu'aucune déclaration publique ne pouvait effacer. La véritable justice ne fut pas rendue par les tribunaux. Elle fut laissée aux survivants et à leurs familles. Ils se heurtèrent à un mur bureaucratique et social. Le gouvernement, embarrassé et pressé d'oublier, tarda à agir. Il fallut des années pour que les colonies annulent les condamnations. Encore plus longtemps pour qu'on parle de compensation. Le processus de réparation fut une lutte amère.
Il révéla la cupidité et l'hypocrisie qui avaient nourri toute l'affaire. Beaucoup d'accusés avaient vu leurs biens saisis et vendus aux enchères pour financer leur propre emprisonnement. Une ironie grotesque. Les récupérer? Presque impossible. Les nouveaux propriétaires, souvent les accusateurs eux-mêmes ou leurs familles, s'accrochaient à leurs gains mal acquis. La famille Portet, alliée des Putnam et fervente partisane des procès, avait considérablement agrandi ses terres grâce à ces confiscations. Ils n'étaient pas pressés de les rendre. La lutte pour les réparations dura des décennies. Preuve douloureuse que si les peurs spectrales s'estompent, l'attrait de la richesse, lui, ne disparaît jamais. Pour beaucoup de survivants, la justice véritable ne vint jamais. Ils reçurent de maigres compensations, des paiements symboliques pour une vie volée, un époux assassiné, une réputation détruite. Les cicatrices émotionnelles et psychologiques ne guérirent jamais. Voilà la constance humaine, l'élan initial d'une panique morale, suivie par la lente, réticente et entravée marche vers la responsabilité. Freinée à chaque étape par ceux qui ont profité de l'injustice. Mais au cœur de ce paysage sombre, quelques graines d'inspiration émergent. Des hommes ont trouvé le courage d'arrêter la machine. Leurs histoires sont cruciales. Elles montrent que même dans les ténèbres les plus profondes, la raison individuelle peut s'imposer. Le premier et le plus important, Increase Matter, président du Harvard College, ministre le plus influent du Massachusetts. Ironiquement, c'est lui qui nous offre la citation d'ouverture. Un homme qui croyait aux sorcières, mais qui croyait aussi aux preuves. En octobre 1692, alors que les procès atteignaient leur apogée sanglante, il publia un traité essentiel, Case of Conscience Concerning Evil Spirits Personating Men. Dans ce texte, il avance une idée révolutionnaire. Il vaut mieux que 10 sorcières présumées échappent à la justice plutôt qu'un seul innocent soit condamné. Cette phrase, prononcée par Increase Matter, président du Harvard College, fut une attaque frontale contre la logique des procès. Il s'en prit au cœur du pouvoir des filles, la preuve spectrale. Il affirma que le diable pouvait prendre l'apparence d'un innocent, et que vision et rêve ne suffisaient pas à ôter une vie. Ces mots, issus de la plus haute autorité intellectuelle de la colonie, offrirent une couverture morale à ceux qui doutaient. Puis vint son fils, Cotton Mather, figure complexe, initialement partisan des procès. Même lui commença à reculer, appelant à la prudence. Mais le plus inspirant fut un simple marchand de Boston, Thomas Brattle. Sans statut religieux, mais doté d'un courage moral immense. Dans une lettre privée, largement diffusée, il démolit méthodiquement les procédures. Il se moqua des filles affligées et de leurs performances. Il dénonça la crédulité des juges. Il plaida pour la raison contre la superstition. Sa lettre fut une bombe de pensée éclairée larguée au cœur de la théocratie puritaine. Elle fut décisive dans la décision du gouverneur Phipps de dissoudre le tribunal. Ces hommes n'ont pas agi assez tôt, et l'histoire doit les juger pour cela. Mais leur intervention tardive reste une leçon puissante. Arrêter une contagion sociale exige que des figures respectées brisent les rangs, risquent leur statut et défendent la raison quand l'émotion a pris le pouvoir. Ils sont le modèle de chaque lanceur d'alerte, de chaque voix dissidente depuis. Et cela nous mène au secret juridique et psychologique le plus important de Salem. Celui qui relie 1692 à votre écran aujourd'hui. La preuve spectrale, ce n'était pas un détail. C'était le pivot de toute la tragédie. La preuve spectrale, c'était le témoignage selon lequel l'esprit d'un accusé, envoyé par le diable, avait tourmenté la victime. Seule la victime pouvait le voir. Par nature, elle était irréfutable. Comment prouver que votre spectre n'était pas là? Comment fournir un alibi pour votre propre fantôme? Cela créait une boucle parfaite d'accusation. La preuve, c'était l'accusation elle-même. Le témoignage émotionnel devenait suffisant pour condamner. Le système était conçu pour croire l'accusateur, sans condition. Et maintenant, écoutez l'écho moderne. Il est dans le département RH qui applique le mantra « croire toutes les victimes, sans procédure équitable ». Il est dans la foule Twitter qui détruit une vie sur une seule allégation non vérifiée. Là où l'accusation devient preuve. Là où demander des preuves est vu comme une violence. Les mécanismes sont identiques. Le spectre a simplement changé de forme. Au XVIIe siècle, c'était une sorcière invisible qui vous pinçait la nuit. Aujourd'hui, c'est un isthme ou une phobie invisible qu'on vous accuse d'abriter dans votre cœur. Un spectre intérieur que seul l'accusateur peut voir et attester. La boucle est intacte. Votre déni ne fait que renforcer votre culpabilité. Il prouve votre ignorance ou votre fragilité. Le manuel de Salem tourne sur un serveur mondial. Et le nombre de téléchargements se compte en milliards. Voilà la leçon ultime, l'inspiration à extraire de cette obscurité. L'histoire de Salem n'est pas une anomalie superstitieuse. C'est un plan, une étude de cas sur ce qui arrive quand une société abandonne la procédure équitable, la preuve objective et la présomption d'innocence. Au profit de récits émotionnels et de la quête de pureté sociale. Les jeunes filles de Salem n'étaient pas des monstres. Elles étaient humaines, réagissant à un système qui ne leur offrait aucun pouvoir. Alors elles ont armé la seule monnaie qu'elles possédaient, leur victimisation. Elles ont appris à jouer leur douleur avec une telle conviction, qu'elle est devenue un outil de contrôle social immense. Et cette performance, nous la voyons partout aujourd'hui. Le but n'est plus la justice, c'est le pouvoir.
Le but, c'est l'élimination. Régler des comptes, gagner du statut, acquérir les biens ou la position d'un rival, le tout sous la bannière incontestable de la victimisation vertueuse. Le langage a changé, on parle de justice sociale au lieu d'affliction spectrale. Mais les pulsions humaines, elles, n'ont pas bougé d'un pouce. La peur de l'étranger, l'envie des riches, la rancune envers les réussites, l'ivresse de la foule, la lâcheté du groupe, et la ruse de ceux qui apprennent à maîtriser les nouvelles règles de l'accusation. Tout est là, conservé dans les archives comme un avertissement. Salem nous enseigne que le désir de traquer et d'éliminer les sorcières est une constante de l'esprit humain. C'est une fin, et elle trouvera toujours une nouvelle chasse pour se justifier. Le seul antidote, hier comme aujourd'hui, c'est l'engagement difficile, peu séduisant, mais courageux envers la procédure plutôt que la passion. La preuve plutôt que l'émotion. Et le principe fondamental, mieux vaut que 10 coupables soient libres que de condamner un seul innocent. C'est la sagesse durement acquise, payée par la vie de 25 innocents sur Gallows Hill. Ce n'est pas juste de l'histoire. C'est l'avertissement le plus crucial pour notre époque. Les procès ne sont jamais vraiment terminés. Ils ont simplement changé de salle d'audience. Que pensez-vous de cette histoire ? Dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.